France Maghreb 2. Amis de la liberté, bonjour et bienvenue, votre talk de fin d'après-midi, 17h, 19h pour le nouvel horaire du Grand Forum sur France Maghreb 2 ce lundi 29 mai. Bonjour tout le monde, bonjour la France. Christophe sur France Maghreb 2. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont au nombre de deux, monsieur Youssef Brakni. Salut Youssef, bonjour. Ça va ? Prof d'histoire, comment tu vas ? Ça va, très bien, merci. Pour Ramadan, ça va, ça se passe bien, non ? Normal ? Ouais, ça va, ça se passe. Tranquille. J'ai pas encore eu mes classes, Bon. on va voir. Ah ouais, effectivement, ouais, ça peut être un peu... Bon, ça va, les élèves sont tranquilles ? Ouais, je verrai ça demain, je te dirai. Bon, très bien, on attend d'avoir des nouvelles. Jean-Marc Zébélus, notre expert en immobilier, lui, comment va-t-il ? Bonjour monsieur Christophe Fro. Oui, c'est bonjour, ça, ouais, c'est moi. bonjour Youssef, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Jusqu'à 19h, donc nouvel horaire sur France Maghreb 2, c'est votre émission Le Grand Forum avec donc Youssef Brakni. Donc voici le programme, il va nous parler d'une petite polémique dans son avis tranché tout à l'heure, aux alentours de 17h40. Polémique autour d'un rassemblement, explique-nous tout un peu Youssef, moi j'ai rien compris. Hein. Oui, en fait, c'est un festival afroféministe à l'échelle européenne qui devait être organisé fin juillet à Paris. Et du coup, la maire de Paris, en fait, c'est le FN, c'est l'extrême droite, puis la LICRA qui sont d'abord montés au créneau. Ouais. Et ensuite, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est fait le relais et a demandé tout simplement que cet événement soit interdit, qu'elle comptait porter plainte, etc. Mais bon, il y a eu toute une mobilisation de plusieurs acteurs militants, etc., qui se sont mobilisés très vite sur les réseaux sociaux, ce qui fait que la maire de Paris finalement a reculé lamentablement. Ouais, bon, encore un coup pour rien quoi. Oui. Dans ton coup de cœur, on ira du côté du Maroc, puisqu'il y a des contestations avec des côtés du Maroc à Olis et... Oui, dans le c'est Rif. ça, dans le Rif, c'est Ouais, ça. dans le Rif à Al-Husayma. D'ailleurs, je vous révélerai tout à l'heure que le principal leader de cette contestation a été Exactement. arrêté ce matin. C'est pour ça que je renvoie Voilà. mon coup de cœur, parce qu'il a été arrêté, il était recherché, il était en fuite. C'est ça. C'est le leader de la contestation depuis plusieurs mois maintenant dans le Rif, depuis la mort de ce jeune vendeur de poissons qui a été récupéré sa marchandise dans une benne à ordures. J'y étais il y a à peu près 3 ans ou 4 ans. C'est vrai que là-bas, il n'y a pas une grande sérénité. Hein. Ouais, On c'est sent bien. qu'il y a de la tension. Ah oui, On c'est sent pas qu'il y a quelque chose qui risque de se passer à tout moment. Il y a Ouais. des étincelles dans l'air, quoi. Hein. Bon. Jean-Marc, on va parler de quoi avec toi ? Avec moi, on va parler un petit peu, est-ce qu'on devrait être solidaire dans les différentes discriminations que nous subissons, étant musulmans, étant maghrébins, étant antillais, étant africains, asiatiques ou Ouais, autres, tout, quoi. ou pakistanais. Et puis, mon coup de cœur sera Miss Joël Rusul, qu'on risque d'avoir en interview, justement, qui nous parlera justement de l'abolition de l'esclavage, qui a eu lieu le 27 mai. En Guadeloupe. Dans un instant, nouveau rendez-vous dans cette émission Le Grand Forum. C'est la Myanmar qui va revenir sur une date bien précise, sur qui ont fait date justement pendant le Ramadan. Un fait historique, ça tombe bien. Nous avons notre prof d'histoire. On va pouvoir comme ça le mettre, va surveiller un petit peu ce qu'il va dire la Myanmar dans un instant. Mais juste avant, évidemment, je vous donne la question du jour avant d'en trouver notre coup de cœur musical de cette émission. Alors la question du jour est évidemment en rapport avec le Ramadan. Selon vous, est-il important que le président français, donc en l'occurrence Emmanuel Macron, présente ses vœux pour le Ramadan ? Chose qu'il n'a pas faite d'ailleurs. Hein. On en reparlera en tout cas avec vous. Beaucoup, vous êtes nombreux à vous être exprimés sur ce sujet. On vous donnera quelques-unes de vos... on fera lecture en tout cas de quelques-uns de vos commentaires dans quelques instants. Selon vous, est-il important que le président français puisse présenter ses vœux à la communauté musulmane pour et à l'occasion du Ramadan ? Vous répondez bien sûr à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. Elle sera avec nous dans un peu plus d'une heure maintenant. Joël Ursule, elle était arrivée avec cette chanson première ex-aequo à l'Eurovision en présentant la France évidemment. Joël Ursule, c'est elle sur France Maghreb 2. On monte le son, vous allez voir, ça fait du bien. Joël Ursule à l'instant avec cette superbe chanson, ça vous rappelle des souvenirs messieurs, hein, sans problème ça, cette belle chanson qui avait représenté la France à l'Eurovision, qui d'ailleurs était arrivée première à l'Eurovision. C'était du jamais vu, puisque pas du jamais vu depuis Marie-Myriam, vous savez, qui a gagné l'Eurovision avec cette chanson Comme un oiseau. Tout à fait. Voilà. Non, Myriam à l'époque. oui, Oui. Ça te parle un peu, T'étais Youssef, pas né ou encore, t'es t'étais largué, pas là né, Youssef. C'est comme un oiseau aux yeux de lumière. Voilà, c'est ça. Qui voit passer. Nanana, voilà. Une parole aux candidats législatifs, c'est bientôt évidemment, ça approche à grands pas, c'est dans maintenant 2 semaines pour le premier tour le 11 juin et le 18 juin pour le second tour. On sera dans la 10e circonscription de l'Essonne avec pas moins d'une vingtaine de candidats encore une fois pour le coup dans cette circonscription, dont l'un candidat PCF. Philippe Priot, qui est le maire de Grigny, la ville d'ailleurs qui a été désignée comme la ville la plus pauvre de France par l'INSEE la semaine dernière. Ah oui, c'est pour Roubaix ? Ouais. Comment non, c'est plus Roubaix, c'est Grigny. Ah ouais, d'accord. Avec 42,8%.
de chômeurs. D'accord. Donc voilà, c'est pas mal. En tout cas, il sera avec nous tout à l'heure. Il a décidé de se lancer dans l'aventure. Alors pour faire simple, pour situer un petit peu aux auditeurs, cette circonscription, c'est celle de Malik Bouti. Voilà, donc il va retenter sa chance, sauf qu'il va y avoir beaucoup de monde face à lui, Malik Bouti. Mais il n'y a pas de candidat en marche chez PS. Il n'y a pas de candidat en marche, effectivement. Donc affaire à suivre. Donc il sera avec nous donc tout à l'heure à partir de 18h. Philippe Rio d'ailleurs qui a reçu un soutien assez particulier, celui de Benoît Hamon, qui ne soutient pas Malik Bouti, donc Oui, qui candidat soutient PS, le PC, qui ouais. soutient le PC Ouais. pour cette circonscription en tout cas. Voilà, très Comme avec étonnant. Valls aussi, hein. Même face à Valls, il soutient le PCPS là. Qui Benoît Hamon. Benoît Hamon, ouais. Ouais. Il soutient ELV, PC et PS. Ouais. Voilà, mais il soutient pas Valls. Non. Non. Ah, il aurait tort de soutenir Valls. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Après Déjà, il y a l'avoir trahi, certaines circonscriptions comme ça où les traîtres, comme il les a appelés lui-même, il les soutient pas. bah oui, en même temps on peut le comprendre. Hein. Ouais. Voilà, donc en tout cas Philippe Rio, le maire de Grigny avec nous tout à l'heure à 18h sur France Maghreb 2 dans Parole de candidats. On va donner la parole d'ailleurs à pas mal de candidats dans cet espace 10 minutes. On va essayer de faire à égalité en fait avec tous les candidats dans différentes circonscriptions. Demain nous serons à Paris, mercredi à Paris. Nous devrions aussi retourner dans l'Essonne, hein, c'est Vincent sous peu pour une candidate de la France Insoumise face à Val justement dans la première circonscription. Farida Lamrani qui sera avec nous très prochainement, puis on fera bref des petits tours du côté de Marseille aussi, de Drancy avec Adan Zawani qui est notre fait partie de l'équipe LGF puis qui s'est, vous le savez, retirée pour la bonne cause puisqu'elle est candidate pour le parti français musulman du côté de Drancy. Bobigny, c'est ça, Youssef? La c'est ça. circonscription, c'est ça. Après, il y a encore d'autres villes, je sais plus. Bourget, je crois aussi. Dans la circonscription de Jean-Christophe Lagarde. Ouais, c'est la garde, ouais. Donc il y a du moment dans cette histoire. Bref, elle sera avec nous d'ici quelques instants. Enfin quelques jours, pardon. Quelques instants, c'est Philippe Rio. Non mais c'est Ça pardonnez-moi, passe vite, c'est voilà, c'est C'est le ramadan. voilà, c'est Ramadan, c'est ça. Bon, nous attendons notre ami Amar pour sa chronique pour qu'il puisse nous donner un petit peu chaque jour date des événements importants qui sont déroulés durant Ramadan, des dates aussi liées à l'islam. Il sera avec nous dans quelques instants, l'ami Amar. Je crois même qu'il est là. Hop, allez, Amar, il est là. Bonsoir. Salam alaikum. Salut Amar, bonsoir. Alhamdulillah. Je te présente Youssef Brakni qui est notre prof d'histoire et Jean-Marc Zebellus, notre expert en immobilier. Salam alaikum. Ça va, Elle est comme ça. Alors, mon cher Amar, de quoi allons-nous parler ce soir? Nous allons donc parler, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan, des faits, des événements qui ont marqué donc justement ce mois sacré. Et là, nous allons commencer, nous sommes le 3 Ramadan de l'an 11 de l'Hégire, et c'est la mort de Fatima Zahra, radiyallahu anha, la fille du prophète. La fille du prophète. Pourquoi Fatima Zahra? Parce qu'on la surnommait donc la resplendissante, et elle ressemblait beaucoup à son illustre père, et on dit qu'il émanait une sorte de lumière donc d'elle-même, et aussi du fait qu'elle était très blanche de peau. Alors, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire ceci, j'ouvre les guillemets: 4 femmes ici-bas sont au-dessus de toutes les autres. La Vierge Mariam, alayhi salam, Asia, la femme de Pharaon, Khadija, la mère des croyants, et Fatima, la fille de Mohammed. On ferme les guillemets. Fatima sera demandée par les plus riches et les plus nobles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sera son cousin qui était le plus pauvre, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, qui l'épousera. Et le couple aura 4 enfants, 2 filles, et ensuite 2 garçons. Et le couple vivra simplement d'ailleurs, parce que il vivait pas dans les largesses, il vivait très simplement, et même on peut le dire très pauvrement, hein. Et donc parmi ces 4 enfants il y avait Zainab, ils ont eu d'ailleurs en premier 2 filles, Zainab, puis Kaltoum, ensuite Hassan, et enfin Hussein. Un jour, alors que le prophète était malade, sallallahu alayhi wa sallam, il fit appeler Fatima Zahra, radiyallahu anha, et lui parla à l'oreille. Alors, tout d'abord, Fatima Zahra se mit à fondre en larmes, puis le prophète continua à lui parler, et là, elle se met à rire. Alors donc, Aïcha, qui y assistait, elle lui a demandé pourquoi, donc elle avait d'abord pleuré, puis elle avait ri. Et là, Fatima Zahra a dit, vu que c'était sous le secret, sous le du secret, elle ne pouvait pas répéter ses paroles.
Donc, et après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut appelé par son créateur, là, Fatima Az-Zahra, donc, a révélé ce que son illustre père lui a dit. Alors donc, il lui a dit tout premièrement, parce que tous les ans, durant le mois sacré du Ramadan, Jibril alayhi salam, donc, venait voir le prophète et il lui faisait répéter le Coran. Mais cette fois-ci, il lui a fait répéter 2 fois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait que son créateur allait le rappeler à lui. Et c'est pour ça que donc la première fois, Fatima Zahra s'est mise à pleurer. Puis ensuite, il lui a dit que pourquoi elle a ri la seconde fois, c'est qu'elle serait la première de sa famille qui le rejoindra bientôt au paradis. Et donc, aussi, effectivement, quelques mois après, on parle entre 4 et 6 mois, donc Fatima Zahra a été rappelée donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi donc on a donc ceci et Fatima Az-Zahra radiyallahu anha est morte. Voilà de quelle façon. On dit qu'un jour elle était là chez elle avec sa servante et elle lui demanda donc à cette dernière de lui apporter de l'eau. Alors là elle s'est lavée, elle s'est parfumée, elle a mis ses plus beaux habits. Et puis après les avoir revêtus, alors donc elle a accompli 2 rakats et elle dit donc à sa servante de mettre son lit au milieu de la cour de la maison. Elle s'allongea donc sur ce lit et elle regarda le ciel et puis elle dit à sa servante « Où est Ali, mon époux ?» Ali donc n'était pas dans la maison et quand il arriva, il demanda donc à Fatima Zahra radiyallahu anha pourquoi elle était allongée donc au milieu de la cour. Et là, elle lui dit ceci, « J'ai rendez-vous aujourd'hui avec le messager de Dieu. Ne pleure pas, Ali. Écoute, je veux être enterré de nuit, sans cérémonie, ni cortège funèbre. » Puis elle regarda un instant vers le ciel et ferma les yeux et rendit son âme au Créateur. Et elle avait 28 ans. Voilà l'histoire de Fatima, Merci. une des plus illustres femmes de l'univers. Il y a un commentaire à faire, Youssef, Jean-Marc, allez-y, hein, vous pouvez le charger, c'est Amar, hein, allez-y. Non, franchement, c'était très bien, c'était très complet. Et moi j'aime beaucoup cet épisode, ce fameux épisode où effectivement elle pleure dans un premier temps et rigole ensuite. Ça montre un peu le niveau de foi ça montre en tout cas tout le chemin qu'il nous reste à parcourir. Et puis après, malheureusement, de là va naître la plus grande discorde de l'histoire de l'islam qui continue pas encore, qui ne finit pas encore aujourd'hui. C'est du coup autour des 2 fils, Hassan et Hussein. Où c'est là que va avoir la grande guerre, la grande fitna. D'abord avec Ali, ensuite avec quasiment tous les descendants de la famille du prophète, ce qu'on appelle Al-Bayt, ont été assassinés. Oui. Donc vraiment c'est bon. Eh bien merci Amar en tout cas. Merci mon cher ami Amar. À demain, Inch'Allah. À demain, monsieur Amar. Bonne soirée, Saraf Tolok, Amar, hein. Afterkun. Avec des frites et des bonnes briques bien grasses. Salut à toi. Salut Amar. Allez, la question du jour aujourd'hui, selon vous, est-il souhaitable que le président français, à savoir monsieur Emmanuel Macron, présente ses meilleurs vœux pour le Ramadan? Voici quelques commentaires de vous sur la page Facebook France Maghreb 2. Notamment de Laurette qui dit: on se veut laïque ou pas? Sphère privée, vu que la France ne l'est pas, avec toute confession et toute communauté, il y a des privilégiés. Alors oui, ça mettrait du baume au cœur, nous dit Laurette sur la page Facebook France Maghreb 2. Et puis également Hassan qui dit Hassan, pas un problème pour un musulman qu'il le fasse ou pas d'ailleurs. Et pour nous le plus important c'est que Allah accepte notre jeûne. Pour ce qui est de Hassan, et puis un dernier commentaire, Josiane qui nous dit: il souhaitera un bon Ramadan aux musulmans quand Ramadan tombera pendant les élections présidentielles. À ce moment-là on comptera sur lui. Ça c'est pas faux, Josiane, merci à vous. Youssef, Jean-Marc, est-ce que c'est important que le président français souhaite un bon Ramadan, au même titre d'ailleurs comme le fait régulièrement Justin Trudeau au Canada? J'ai envie de dire juste une chose. Oui. Soit il souhaite bonne fête à toutes les confessions c'est ça le problème. religieuses, ou soit il ne le souhaite à personne. On doit être sur le même pied d'égalité. S'il le souhaite aux juifs, il doit le souhaiter aux musulmans, il doit le souhaiter aux chrétiens, aux bouddhistes et tout ce qui s'ensuit. Donc vous ne voulez pas qu'il tombe là-dedans, quoi. Voilà. Donc, non, mais il souhaite pour Noël, il souhaite un. Il est un petit peu normal qu'il le fasse pour toutes les religions. Non, en fait, c'est juste le mépris que ça cache en réalité. Moi, franchement, je tiens pas à ce que le président de la République le fasse. Moi, j'attends rien de ce président-là, surtout Macron. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il le dit pour certaines religions, il le dit pas pour l'islam. Du coup, ça montre un mépris, vraiment un dédain
pour cette religion, quoi. Et c'est clair qu'en fait, souvent, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'en fait, on compare avec Trudeau au Canada. Où on a vu les fameuses vidéos de Trudeau en français et en anglais où il fait un bon ramadan sur sa page Facebook. Ouais. Et on voit même la dernière vidéo, je crois, elle est sortie aujourd'hui, on voit qu'il fait une rupture de jeûne, en grande pompe, etc. Donc voilà, c'est ça qui est choquant en fait, c'est quand on voit la différence. C'est ça qui est un peu... Allez, notable. En tout cas, vous répondez à cette question tout au long de cette émission jusque 19h sur la page Facebook France Maghreb de notre invité. Je vous rappelle, dans Parole de candidat ce soir, monsieur Philippe Riot, maire de Grigny, candidat dans la 10e circonscription de l'Essonne, sous l'étiquette PCF. Il en reste encore, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci beaucoup d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien. De retour à la maison, bien sûr, en ce 29 mai. Et cette journée de chaleur, visiblement, qui sera peut-être la dernière pendant quelques jours, puisque les températures vont nettement baisser, et ça va faire du bien. C'est vrai que là, on a commencé le ramadan sur les chapeaux de roue, messieurs. Jean-Marc Zébellus, expert en immobilier, notre prof d'histoire Youssef Bourakni, qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Chapeau de roue, la chaleur. Au moins, ça y est, on est dans le bain. Le ramadan, on l'a accueilli de la meilleure manière qu'il soit. Par contre, ce qu'il faut peut-être remarquer, je tenais vraiment à le dire, c'est l'excès de colère de la part de certains qui sont adeptes ou dépendants de la nicotine et qui, durant le mois du ramadan, font vivre un enfer pour leurs proches. Voilà, c'est absolument dramatique de voir certains comportements. J'en suis témoin. Voilà, c'est vraiment dramatique. C'est tout ce que j'avais à dire. Messieurs, je sais pas si vous en connaissez autour de vous des gens qui fument, qui sont adeptes de la nicotine et qui peuvent avoir des comportements, des paroles blessantes. Le ramadan, c'est tout sauf ça, on est d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, allez, on va passer maintenant au zapping, en vous rappelant bien sûr la question du jour. Est-ce pour vous, selon vous, très important que le président français présente ses vœux pour le ramadan? Vous êtes très nombreux à vous être exprimés. Vous continuez à le faire sur la page Facebook France Maghreb 2. Bien sûr, on lira quelques-uns de vos commentaires. Le zapping tout de suite sur votre radio France Maghreb 2, c'est parti. Le zapping qui commence donc avec hier soir dans l'émission Zone Interdite sur M6, un reportage consacré aux pompiers de Paris. Ils reçoivent à peu près 1000 appels par jour, d'urgence bien sûr, mais aussi des appels qualifiés d'insolites qui peuvent parfois énerver les pompiers de Paris. De ces appels incongrus, écoutez plutôt, c'était dans l'émission Zone Interdite hier soir. 1000 par jour. Et certains n'ont vraiment aucun caractère d'urgence. Vous avez un problème de raccord sur le radiateur. En fait appel à un plombier, madame. Oui, vous faites les renseignements, le 118 3x0, vous demandez un plombier, là, dans le 13e. En fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que nous, on intervient dans le cadre de l'urgence. Là, dans ce que vous me dites, je décèle pas d'urgence. Donc, la solution que j'ai à vous apporter, c'est de faire intervenir un serrurier pour pouvoir intervenir et ouvrir la porte, quoi. Désolé, j'ai pas 500 € à mettre à un serrurier. Je m'aperçois que le service des pompiers n'est plus ce qu'il était, c'est dommage. Eh ben, j'en suis fortement désolé, c'est pas de ma responsabilité, ça, monsieur. J'ai envie de dire lol, Youssef Jean-Marc, le mec qui appelle les pompiers parce qu'il a un problème de serrure, enfin il est bloqué, vous savez que... Mais je pense qu'à mon avis ça doit arriver tout le temps ça. Ah ouais, mais ça arrive tout le temps et apparemment c'était deux exemples qui étaient donnés dans les différents extraits que peuvent avoir les gens veulent pas payer en fait. De Paris. Ouais, c'est ça. Il va pas payer donc forcément. Alors le coup du raccord c'est pas mal non plus. Hein. Bon, voilà. En tout cas c'était un très bon reportage sur les pompiers de Paris hier soir. Et puis bien entendu après il y avait Bernard de la Villardière qui nous a offert un nouveau numéro d'enquête exclusive consacré à qui? À quoi? À l'islam. À l'islam? Non, pas à l'islam, à Daesh. Oui, bah d'accord. Daesh. Ouais, mais dans le oui, c'est sur l'islam. Bernard de la Villardière, c'est pareil. Il faut avec une distinction. Comment faire réaccueillir faut qu'on la fasse nous. Comment faire réaccueillir ces gens qui sont partis en Syrie? C'est français donc partis en Syrie. Un avocat, extrait de cette émission, un avocat qui s'intéresse à cette France qui ne souhaite pas réaccueillir justement ceux qui sont partis en Syrie et s'en explique. Écoutez. Aujourd'hui, Thierry Valorus, alias Abou Abdelmalik, est poursuivi avec 3 autres djihadistes pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pour son avocat, Maître Pradel, la France n'a d'autre choix que de les accueillir. La France a un problème avec les jeunes qui rentrent de Syrie. La France ne peut pas les repousser, ne serait-ce que parce que dans l'écrasante majorité des cas que nous constatons, ces jeunes qui partent et qui reviennent sont français et seulement français. Donc la France est leur pays et c'est un des devoirs de la France que de recueillir les personnes qui sont ses ressortissants,
qu'elles aient commis des infractions ou non. Voilà, extrait de cette émission, donc enquête exclusive présentée par Bernard de la Villardière. Justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ces gens qui sont apparemment de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui reviennent de Syrie, eh bien, que se sont aperçus s'être fait escroquer évidemment par ces vendeurs de rêves en l'occurrence. Est-ce qu'on doit les emprisonner automatiquement avant de procéder peut-être à un jugement, une révision? Est-ce que c'est la case prison qui doit être opérée dès leur retour? De toutes les façons, quand ils reviennent de Syrie, déjà, faut avoir les preuves pour les raisons pour lesquelles ils sont partis, où ils se sont retrouvés, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une des premières choses. Et si ils ont participé à des massacres, à des violences ou à la propagande, ça mérite forcément de passer par la case tribunal. Maintenant, je dis que la prison systématique n'est pas forcément une solution. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils doivent rendre compte à la société de leurs dérives, de leurs erreurs. Youssef, prison ou pas prison? Non, déjà ils doivent être. Déjà faut qu'ils soient jugés, faut voir ce qu'ils ont commis comme crime. Tout à fait. Et puis surtout, moi, ce que je veux surtout interroger, c'est comment ça se fait comment se fait-il qu'ils aient pu se retrouver aussi nombreux là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé au début de la révolution syrienne pour que des personnes puissent, même adolescentes, puissent partir comme ça, prendre un avion, atterrir dans l'est de la Turquie, acheter une Kalachnikov à $2000 et se faire entraîner par les forces spéciales françaises, par exemple. On le voit aujourd'hui dans le sud de la Syrie, c'est-à-dire à la frontière jordanienne, il y a des forces spéciales françaises. Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Contre qui se battent-elles? Quand à un moment donné, on retrouve à Alep des armes françaises, d'accord, entre les mains de Al-Nosra. D'accord, et on se souvient qu'il faisait du bon boulot, hein. Et on se souvient que voilà, Fabius avait dit qu'il faisait du très bon boulot. Ouais. On se souvient qu'il avait dit qu'Assad ne mérite pas d'exister, ne mérite pas d'être sur la terre. Ouais. Voilà, bref, donc moi je me pose, voilà, moi c'est plutôt inverser les choses, puisqu'on sait qu'en Angleterre, par exemple, il y a une famille ou même plusieurs familles qui ont porté plainte contre l'État anglais. Parce que ils ont dit comment se fait-il, ils ont réussi à prouver que les services secrets anglais aidaient les rebelles. Ah du coup, ils ont porté plainte contre l'État et c'est en cours, je crois. La plainte est en cours, le jugement n'a pas encore eu lieu. Et donc, en fait, moi, j'aimerais bien interroger le rôle de l'État français dans cette histoire de renversement du régime syrien. Très bien, on va accueillir Ali qui a un avis avant de parler de Manuel Valls qui était à Corbeil, sur un marché à Corbeil-Essonnes. C'est normal, il est en campagne en ce moment dans sa circonscription. Il a été accueilli par une dame qui lui a fait une petite réflexion qui a pas fait plaisir. On peut le comprendre. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir à Jean-Marc et tes invités. Youssef. Avant de parler pour les vœux du président, je voulais intervenir là sur la question précise là qui vient d'arriver. Les terroristes là qui sont partis en Syrie, il y a des milliers qui sont partis. Il faut se dire une chose, il n'y a même pas besoin qu'ils avouent quoi que ce soit, n'importe qui, un gamin peut comprendre, c'est qu'il y a eu une logistique, des filières, une prise en main, des camps d'entraînement, et tout cela était bien ficelé pour détruire l'État syrien. Manque de peau pour eux, ça a échoué. Voilà. Et pour les vœux du président, eh bien, s'il pouvait nous faire les vœux pour le Ramadan, eh bien, on serait très heureux. S'il ne les fait pas, eh bien, on va être aux aguets pour le dîner du CRIF. Voilà. Merci Ali, merci à toi. 0140 33 9000. Si je peux rajouter quelque chose, on est quand même dans un pays de droit. Il faut forcément que ces gens aient d'abord un jugement, que la prison systématique n'est pas forcément une solution et que faut pas non plus dire que tous ceux qui sont partis en Syrie sont partis pour commettre des crimes. Ouais, mais en même temps, s'il y a un mec qui revient de Syrie, qui fait un attentat et qui n'a pas été passé par la case prison, on va reprocher à l'État. À Guantanamo, on a plein d'innocents qui y sont à Guantanamo. Ouais, on n'a pas eu de jugement. Hein? La plupart ont été innocents. Enfin, qui n'avaient rien à voir, qui se sont retrouvés à Guantanamo. Donc, il faut être prudent, il faut juger les gens, faut leur donner la condamnation qu'ils méritent. Ça, c'est l'État clair. français n'est pas pressé qu'ils reviennent. Hein. Il faut juger les gens, il faut faire les choses dans les règles de droit, dans les règles de l'art. Un petit tour du côté de chez Manuel Valls, il est en campagne dans la première circonscription de l'Essonne, bien sûr. Alors Manuel Valls, qui était au marché à Corbeil, de nouveau humilié pour le coup. Écoutez, lorsqu'une passante lui demande, alors il y a assez de blanc ici à Corbeil-Essonne, Monsieur Valls, écoutez. Monsieur Valls, c'est bon, il y a assez de blanc au marché de Corbeil? C'est bon, il y a assez de blanc? Ça va? Ouais? Vous n'êtes pas trop débordé par la couleur? Excellent, cette petite réflexion de la dame, donc du côté du marché de Corbeil-Essonne, marché des Tarterets pour ceux qui connaissent. Manuel Valls, voilà, il a eu du mal, hein. Il savait plus quoi dire, le pauvre. White ni de Blancos. C'est clair, hein. Il a donné un bâton pour se faire battre, et puis voilà, hein. Non, c'est le faire sa pensée, je pense.
C'est vrai, je pense qu'à mon avis, ça a dû vraiment l'agresser à l'époque. Avant de passer à vos avis tranchés, c'en est tout pour le zapping d'aujourd'hui. Place un petit tour du côté du standard. On ira régulièrement vous voir d'ailleurs. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, répondre à la question du jour, mais aussi nous donner votre avis sur tout ce que vous souhaitez. C'est Total Libertad tout au long de l'émission 17h, 19h. Bonsoir. Bonsoir, Amar de Boulogne. Salut Amar, bonsoir à toi, bienvenue. Je voudrais vous répondre par rapport à la question sur les retours de Syrie. Oui. Moi, j'aurais aimé leur poser la question, de la Villardière, pourquoi il fait pas une émission sur Lafarge qui a traité directement avec les entreprises terroristes. Ouais. Et aussi une autre question sur ceux qui vont défendre l'État sioniste clairement et qui sont aussi français. Pourquoi on parlerait pas aussi de la déchéance de nationalité pour ces gens-là? C'est toujours les mêmes qui sont dans le viseur. Et ça m'énerve un peu. Merci Amar, c'est dit, c'est entendu. Sarah Tolok. Merci à toi Amar. Merci beaucoup. Alors 01 40 33 9000, voilà, ne patientez, on peut y aller à n'importe quel moment dans cette émission, faire un petit tour du côté du standard pour voir ce que vous avez à nous dire. 01 40 33 9000. On va passer, si vous le voulez bien, aux avis tranchés. Tiens, on va commencer par Zébélus. Il est prêt, notre ami Zébélus? Oui, bien sûr, toujours. Bon, on va voir ce qu'il vaut pendant le ramadan, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le Stéphane Plaza de la radio, Jean-Marc Zébélus, pour son avis tranché, c'est parti. Oui, alors mon avis tranché va porter sur une chose. Non, parce que j'attendais ta suite. Parce que le Stéphane Plaza, je pensais qu'il y aurait eu une suite, parce que je t'ai rien vendu encore pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Si tu m'as vendu du rêve, et comment? C'est bien Stéphane Plaza, il vend du rêve. Ouais. Donc je fais pareil. Je disais que sur mon avis, de toute façon, je parle aujourd'hui d'une chose, c'est que on connaît une discrimination croissante, évidente, à tel point que l'État, pour lutter contre ces différentes inégalités, a mis en place quelques dispositifs, dont notamment aujourd'hui on est en train de parler d'une discrimination positive, etc., etc. On a connu la création de ZEP, on a connu pas mal il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place par rapport à toute cette stigmatisation sociale. Mais aujourd'hui, je dois dire que il faut qu'on faire très attention de tous ces dispositifs, parce que c'est pas parce que aujourd'hui un noir est discriminé que ce n'est pas affaire d'un arabe, d'un maghrébin. Je veux dire, on fait partie d'une certaine minorité visible, et cette minorité doit faire preuve de solidarité. C'est-à-dire que quand on va faire preuve de discrimination vis-à-vis de telle personne, de tel peuple, de telle ethnie, nous devons considérer que c'est nous aussi que nous sommes atteints dans notre chair. Parce que c'est dans notre solidarité que nous allons faire avancer les choses et prendre conscience des choses. Car nous sommes avant tout des frères dans l'humanité, nous sommes avant tout des êtres humains, avant des considérations de religion, de couleur de peau. Donc à partir du moment qu'un être humain subit une discrimination, c'est l'affaire de tous. Et nous devons tous nous mobiliser, ne pas seulement rester dans notre communautarisme. Si on est dans un communautarisme, on doit quand même sortir dans ces moments-là de ce communautarisme pour se faire entendre. Donc je dirais que toutes ces histoires de CV et tout et autres, il faut pas hésiter à déclarer, à porter plainte, à signaler tout ce que vous subissez comme discrimination ou tout ce qui vous semble être une discrimination. Et même la discrimination envers les femmes aussi se mérite d'être signalée. Et même les femmes aussi, entre elles, doivent faire preuve de solidarité vis-à-vis des différentes discriminations qui puissent exister. Car il en va de l'avenir de nos enfants, il en va de l'existence de l'humanité. Merci, monsieur Jean-Marc Zébélus, pour l'avis tranché de ce lundi. Ah, il y a du monde, il y a du public, hein, oui. Pour Zébélus, il est là. Hein. On a parlé de Stéphane Plaza, tout de suite il y a du monde, hein, ça grappille tout ça. Bon, 01 40 33 9000, le principe de cette émission, pendant ce mois sacré du Ramadan,
C'est Libertad tout au long de l'émission. Vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 à n'importe quel moment. On vous prend au standard bien sûr pour que vous puissiez réagir, notamment parler de la vie tranchée de Jean-Marc Zébélius. Vous l'avez trouvé bon, vous avez des choses à lui faire remarquer, n'hésitez pas à le faire. 01 40 33 9000 pour nous apporter votre avis. C'est le numéro de téléphone du standard de la radio, bien sûr. Je vous rappelle également qu'à partir de 19h tout à l'heure, c'est l'émission Parler d'Islam spécial Ramadan avec ce soir présenté par l'imam Mohamed Pajrafil. La pub est dans un instant, l'ami Youssef Brakni, pour nous parler de cette polémique qui commence à faire beaucoup de bruit, où Anne Hidalgo a fait marche arrière lamentablement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Jean-Marc Zébélius, notre expert en immobilier, est avec nous. Youssef Brakni, notre prof d'histoire, bien sûr. Ils sont avec nous pour cette émission du Grand Forum qui tous les jours aura lieu, vous le savez, de 17h à 19h durant ce mois sacré du Ramadan. C'est quoi que tu regardes, Zébélius, là? J'ai regardé comment bien manger pendant le Ramadan. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment bien manger pendant le Ramadan. Alors, est-ce que, selon vous, est-il important que le président français donne ses vœux pour le Ramadan? Papillon nous dit, vous n'avez pas besoin de poser cette question, et si vous voulez une réponse, voir ce qui se passe au Canada, sur la page Facebook évidemment, sur France Maghreb 2. Et puis Zoubelal qui nous dit, oui, car pour eux, nous sommes des voix uniquement pendant les élections, le reste du temps ils s'en fichent. Puis allez, un nouveau commentaire. Laïla, non. Pourquoi vouloir copier le Canada? Moi ça me fait ni chaud ni froid. Voilà ce que nous dit Laïla sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous continuez évidemment de répondre à cette question du jour sur la page France Maghreb 2, la page Facebook bien sûr. On vous invite à aller liker, voilà, pour vous demander si selon vous est-il important que Emmanuel Macron, qui est donc le nouveau président français, je vous apprends rien, présente ses vœux pour la communauté musulmane pour le Ramadan. Un petit tour avant de retrouver l'invité tranché de Youssef Brakni pour faire lumière sur cette polémique qui est apparue il y a quelques jours avec dans cette affaire la LICRA, la maire de Paris. On va tout vous expliquer avec Youssef Brakni. Pour l'heure, un petit tour du côté du standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Shadia du 92. Bonsoir Shadia, bienvenue à vous, Ramadan Moubarak. Bonsoir Shadia. Moubarak à tout le monde, à tous les Maghrébins et tous les musulmans du monde. Alors on vous écoute Shadia, qu'est-ce qui se passe? Bref, alors oui, moi je trouve que c'est important que le président fasse le bon vœu du Ramadan. Ah oui? Pour moi c'est très très important parce que comme ça on se sentira bien accueilli, bien accueilli et tout, qu'on verra que c'est un bon président, que ça sera le premier qui se fasse bon Ramadan à nous, à tous les musulmans. C'est très important. D'accord, donc pour vous c'est important que le président s'exprime et souhaite les bons vœux pour le Ramadan, au même titre que l'a fait Justin Trudeau, que l'a fait aussi Donald Trump, aussi bizarre que ça puisse paraître, et quelques présidents peut-être à travers le monde. Merci beaucoup Shadia en tout cas. Mais de rien, Sarah Tolak, à bientôt. On mange quoi Shadia, on mange quoi chez vous ce soir? Oh là, je sais pas, je sais pas, les briques. Les briques? Les briques à la tunisienne, bah oui, je suis. Ah, les briques à la tunisienne, c'est les bricotons, c'est ça? Le bricoton, on fait pas avec du thon, faut pas exagérer. Je sais pas, vous mangez que du poisson les Tunisiens, vous mettez de la pâte de arrête là de dire n'importe quoi toi. Il connaît pas, faut le ramener en Tunisie celui-là. Il se prend pour un Kabyle lui là. Je sais qu'on adore la harissa. Ouais, mais il n'y a pas que la harissa. Il y a que la harissa dans la bouffe tunisienne. Merci beaucoup en tout cas Shadia. À bientôt. Non mais c'est vrai, ils mettent du poisson partout. Non mais c'est très bon, c'est très bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Au poisson, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Zébélius, je comprends plus rien. Il parle avec Joël. Tu lui passes le bonjour à Joël. Mais non mais calmez-vous, monsieur Zébélius. Hein? Bon. 01 40 33 9000. On va parler donc de cette polémique dans un instant avec Youssef Brakni. On va juste accueillir un nouvel auditeur pour justement Libertrad. Allô, bonsoir. Attends. Joyeux anniversaire Christophe. Ah merci Medjed. Joyeux anniversaire Christophe. Ah il va griller. C'est ton anniversaire? Bah oui. To you. Happy birthday to you. Merci Medjed. Bravo Christophe, vous avez caché ça. Bah ouais, enfin en même temps c'est. Ouais, il a caché ça quand même hein. Ouais. Ah, ça te fait combien là? 52 ou 51? Merci Medjed. Merci beaucoup Medjed. Ça fait plaisir. Effectivement, vie, un an de plus aujourd'hui, voilà. Bah écoute, merci beaucoup. On te souhaite une longue vie à la radio, plein de bonnes choses, un excellent anniversaire.
Même si aujourd'hui c'est le ramadan et tout ça, mais je suis sûr que tu vas ça n'empêche pas de manger un gâteau ce soir. Mais Medjed, oui. il arrête pas de parler de bouffe depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il a, mais... Bon, Medjed, tiens, puisque, alors, hier, nous écoutions la radio, et on parlait de ce qu'il fallait bien manger, bien se nourrir pendant le mois du ramadan. Voici ce que Medjed a mangé ce matin. Chose évidemment à ne pas faire. Donc ce matin, t'as mangé quoi pour ton sahur, Medjed? Oh là là, non, j'ai mangé une quiche ce matin, une quiche de volaille. Oh là là. Avec... j'ai mangé aussi également un friand poulet. Oh. Et j'ai enchaîné avec un café, croissant, pain au chocolat. Et voilà. Tu peux tenir 48 heures. C'est clair. C'est clair là, oui, mon ventre c'est avec. Non mais attends, il nous a fait pire une année, il nous a mangé des frites le matin. Mais tu manges quoi à 22h? J'adore manger des frites le matin à 3h du matin. Oui. Et tu manges quoi à 22h? Te demande Youssef du coup? Plutôt la harira. Ça dépend ce qu'il y a, mais là, je sais pas ce qu'ils ont préparé ce soir à la maison, mais c'est vrai que je mange pas mal de choses, quoi. Bon, et bien en tout cas, ça Tolek et merci à toi, Medjed. Merci beaucoup encore une fois, et n'hésitez pas à appeler notre ami Christophe dans Libertad pour lui dire un happy birthday, voilà. Merci Medjed, salut mon pote. Il nous a caché, son âge, Là, ça y est, Christophe. À partir d'un certain moment, une année, c'est comme si on en prenait 5. Et là, je pense que tu commences à rentrer dans la catégorie des vieux. Je te rassure que tout va bien par rapport à toi, tout va bien. Dans la catégorie franchement, des je vieux. me sens bien par rapport. Quand je te vois, je me sens encore bien. 0,40 de fil. Bien entendu, on va passer à la vie tranchée de Youssef Brakni. C'est parti, jingle. 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Retour sur cette polémique, Youssef Brakni, avec évidemment au cœur Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Oui, alors c'est une tribune parue dans Mediapart. C'est un texte collectif de plusieurs militants qui sont venus du coup défendre, soutenir le collectif Moi Si, qui est un collectif afroféministe qui du coup voulait organiser fin juillet un salon, un festival européen afroféministe. Moins d'un mois après le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui nous demandait à toutes et tous de faire barrage aux fascistes de tous bords, le festival afroféministe européen Nyan Sapo Fest risque d'être annulé par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Tout ceci avec l'aval d'une organisation soi-disant antiraciste, la LICRA. Non contente de vouloir l'interdiction, Madame Hidalgo entend criminaliser le collectif afroféministe Moi Si en portant plainte pour discrimination. Tout est parti d'une opération de harcèlement orchestrée par le forum des 18-25 ans sur le site jeuxvideo.com avec un objectif clair, faire interdire le festival afroféministe en faisant croire qu'il s'agit d'un festival interdit aux blancs. Son mode d'action, lancer un raid, une opération de dénigrement collectif et continu sur plusieurs jours visant notamment à l'aide de hashtags ciblés de figures ou supports féministes jugés dégradants ou dérangeants et ayant une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Dans le cas du festival Nyan Sapo, on peut voir plusieurs membres et utilisateurs du forum élaborer le raid du 27 mai sur le forum de discussion du site ainsi que sur la plateforme Discord. Les échanges valent leur pesant d'or. Aux considérations sexistes de la plus belle eau et judico-bricolo se mêlent des propos ouvertement racistes et même un appel à Henri Deléquin. Cette figure notoire du Twitter raciste a été condamnée récemment pour ses propos négrophobes sur les Congoïdes et est connue pour la promotion régulière du retour à la pratique de l'esclavage des Noirs en vertu de ses prétendues qualités civilisatrices et domesticatrices. Voilà donc pour la source première de la LICRA et de la maire de Paris. Entre-temps, la LICRA décide également de dénoncer ce festival prétendument interdit aux Blancs. La LICRA s'est-elle donné la peine de lire le programme avant de prendre une fausse information relayée par des fascistes d'un forum dont le racisme, le sexisme et l'homophobie ne sont plus approuvés? Quiconque sait lire et est doté d'un minimum de bonne foi sait que tout ceci n'est que diffamation. Le festival est ouvert à tous et à toutes, seuls certains ateliers sont en non-mixité. La mairie de Paris et la LICRA ont répondu aux vœux de la fachosphère et des élus du Front National en appelant à l'interdiction d'un festival féministe. Notons que la mairie de Paris et la région Île-de-France financent différents projets et festivals avec des espaces non mixtes femmes. Ce qui dérange ici, c'est le fait que Moi Si soit une organisation composée de noirs. Ce n'est pas anodin que des espaces réservés aux femmes noires soient vus comme interdits aux blancs, alors qu'ils ne sont accessibles ni aux hommes noirs, ni aux membres d'autres communautés. Cet événement n'est évidemment pas isolé.
il ne surgit pas dans un contexte neutre. Plutôt, cette année, 3 mois avant le désormais discours marronnier du barrage au FN, à l'occasion de chaque échéance électorale, un cabaret du 15e arrondissement annonçait fièrement sa rénovation. Le projet au relent colonialiste et raciste, approuvé et bénéficiant de subventions de la ville de Paris, a pourtant provoqué la mobilisation de femmes noires se rattachant au mouvement afroféminisme autour de son contenu et son nom, Bal Nègre. Une pétition en ligne, plusieurs jours de présence active sur les réseaux sociaux et une manifestation plus tard, l'établissement était débaptisé. Anne Hidalgo s'était alors gardée de s'exprimer sur la question. Il y a quelques semaines, l'université Paris 8 Saint-Denis avait tout fait pour annuler et empêcher la tenue d'un festival féministe anticolonial, en empêchant les étudiants, en leur refusant des accès à des salles. L'année dernière, c'est le camp d'été décolonial qui était menacé d'annulation, et dernièrement, un colloque sur l'intersectionnalité. Nous remarquons que le rassemblement annuel du Front National, depuis près de 40 ans, en place depuis, ne suscite pas les mêmes angoisses chez Alikra et Anne Hidalgo. Partout en France, depuis plusieurs mois déjà, les initiatives identitaires fleurissent, avec l'ouverture de bars identitaires à Lille et à Lyon, ville où le mouvement ultra-violent du GUD défile dans les rues sans être inquiété. En mars dernier, un article belge mentionnant la tenue d'un camp d'entraînement paramilitaire européen ouvert cette fois-ci à toute nationalité, inquiet de la montée du multiculturalisme, est passé inaperçu. Tandis que la violence physique à l'encontre des groupes racisés s'organise concrètement, faisant redouter dans les mois à venir la multiplication des agressions racistes. On peut s'interroger de l'alignement de la LICRA et de la maire de Paris sur l'agenda de l'extrême droite. Cet épisode montre l'alliance objective de l'extrême droite et de la gauche lorsqu'il s'agit de lutte antiraciste autonome menée par les personnes racisées. Nous apportons tout notre soutien au collectif Moissy, qui depuis sa création n'a eu de cesse de poursuivre un combat pour la justice sociale. Ce festival s'inscrit dans ce combat et il serait honteux que Madame Hidalgo l'interdise. Cet avis tranché a quand même été très tranchant aujourd'hui, du coup c'est un peu risqué évidemment et ça peut peut-être. Alors juste pour info, la maire de Paris du coup vient de communiquer aujourd'hui et elle fait un rétro-pédalage où elle dit que finalement non, elle avait elle avait pas mal lu le programme, mais en tout cas elle reprend le programme en disant non, en fait finalement il y a des moments où c'est ouvert, des moments où c'est juste en non-mixité. Évidemment elle est mal, puisque en fait dans l'histoire du féminisme en France, il y a toujours eu des moments des espaces de non-mixité où les hommes n'ont pas le droit de venir. En garde à vue, mon vieux. Tu l'as cherché. Pourquoi? Pour incitation? Incitation à la résistance. À la résistance humaine. Voilà. En tout cas, on a eu l'occasion d'en parler, bien sûr, de cette polémique qui finalement Anne Hidalgo, Jean-Marc, avec son comportement, a offert une tribune absolument extraordinaire. Est-ce que voilà, à cette manifestation, il y a 2 poids 2 mesures dans ce pays. C'est ce que je disais justement. Ce qui se passe, c'est pas un problème de noirs. Là, c'est un problème de tout le monde. Ça nous concerne parce que comme nous a si bien précisé Youssef. D'un côté, il y a des camps interdits paramilitaires qui représentent une menace, un danger pour la société. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on y a droit. Et puis là où des gens cherchent à se retrouver dans des espaces, à se retrouver en eux, et là on fait des problèmes, on crée des problèmes. Il y a des salons féministes à Paris, puis personne n'en parle de tout temps. On ne fait jamais de problème. Mais c'est le mot afro qui dérange. Voilà. C'est la couleur qui dérange. À un moment donné, on se demande est-ce que dans ce pays on n'est pas raciste par les chromosomes, parce que franchement on peut pas continuer à vivre comme ça. On peut pas, c'est pas possible. Bon, c'est clair. Alors on y va du côté du standard pour un petit coup de Libertad. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed, sois le bienvenu. Salam, Ramadan Moubarak. Je voudrais féliciter Jean-Marc la dernière fois pour avoir fait preuve d'humanisme en disant qu'on ne pouvait pas se réjouir du malheur des autres. L'informer que Uber, ils sont au même tarif que les taxis, et parfois ils majorent par 2, quand les majorations c'est multiplié par 2 ou par 3 leur femme. Ils ne sont pas moins chers que nous. Et troisièmement, je voudrais dire à M. Tarek Mami, qui n'est pas aveugle, mais qui se dit aveugle, et à M. Amou Bouakaz, qu'il y a une association qui a réussi à dresser des chiens d'aveugles pour aider les taxis, pour voir s'il y a un taxi libre, d'accord? Et si le taxi ne s'arrête pas, ils peuvent carrément, le chien peut repérer son numéro et comme ça il pourra le dénoncer. Ok Mohamed, merci beaucoup en tout cas. Merci. Troisièmement, oui, Mohamed. Ce que je sais faire, c'est écouter les critiques. Ce que je ne sais pas faire, c'est écouter les contre-vérités, les mensonges et la diffamation. Ça, je ne sais pas faire. Bon, t'arrangeras avec Amou Bouakaz, c'est que nos chroniqueurs ici sont libres. J'ai pas besoin de discuter avec eux parce que ce sont des gens de mauvaise foi et c'est des menteurs.
Donc j'ai pas besoin, moi, j'ai pas Alors, besoin de ces gens-là. excuse-moi, Moi, je t'écoute, Mohamed. ton émission, je l'adore parce que c'est toi. Je t'écoute toi sur France Maghreb 2, je n'écoute rien d'autre que toi. Et j'écoute 2 fois par jour. À 16h quand je prends mon service et à minuit quand je finis mon service, je réécoute une 2e fois. Mohamed, c'est 17h. Quand j'ai besoin de préciser, je réécoute une 3e fois sur YouTube. Ouais. Mais les autres, c'est vraiment parce que c'est toi. Mais en dehors de ton émission, j'écoute pas parce que je t'apprécie. Mais sinon, il y a certains de tes chroniqueurs, j'ai dit les chroniqueurs, j'ai pas dit un chroniqueur. Certains de tes chroniqueurs, je les supporte plus et je ne les écoute plus. Bon, voilà. Très bien. Et merci beaucoup en tout cas, Mohamed, et bon Ramadan, Sarah Tolok. Merci beaucoup. À bientôt. À cause du taxi? Ouais, en fait, parce que Moubouakaz, l'autre fois, il s'en est pris un petit peu au taxi en disant que, effectivement, lui, il étant aveugle et ayant un chien guide, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de taxis qui arrivent comme ça devant lui et qui se barrent, voyant le chien. Voilà, ce qui est pas le cas de Uber, c'est ce que nous disait en tout cas à Moubouakaz. Ça, c'est son. Il a dit qu'en fait Uber, si jamais il le faisait, tu mets une étoile. Voilà, c'est ça. Voilà, donc forcément. Et il s'est un peu réjoui, si tu veux, de la concurrence des taxis vis-à-vis d'Uber, etc. Donc c'est un peu énervé, on peut le comprendre. Là, c'était un taxi. Oui, bah oui. Forcément. Allez, 18h, merci d'être avec nous pour début de soirée. On ira y faire un petit tour, bien entendu, à n'importe quel moment du côté du standard. C'est un peu le nouveau principe durant ce mois du Ramadan. 01 40 33 9000 à n'importe quel moment pour y voir qui se cache derrière le téléphone, qui vous êtes, ce que vous avez à nous dire. Vous n'hésitez pas, et en totale liberté. Libertad, c'est plus 10 minutes, c'est 2 heures tous les jours de 17h à 19h. 18h. Voici les horaires de Maghreb pour ce lundi 29 mai, 3e jour de Ramadan. La rupture du jeûne est prévue à Marseille ce soir à 21h13. À Dijon, 21h29. À Clermont-Ferrand, 21h31. À Metz, 21h32. À Reims, 21h41. Pour Orléans, 21h44. À Paris, 21h46. À Amiens, 21h51. Enfin, et pour finir, pour la ville du Havre, 21h58. Ces horaires émanent des calendriers des musulmans de France, horaires que vous pouvez consulter sur notre page Facebook France Maghreb 2. Sahab Tolkom. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Élection législative, parole aux candidats. Parole aux candidats avec un candidat de la 10e circonscription de l'Essonne, monsieur Philippe Rio, candidat PCF. Bonsoir monsieur Rio. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maire de Grigny, et ce depuis quelques années maintenant, une ville qui se situe dans l'Essonne pour ceux qui ne la connaissent pas. Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer dans la députation, enfin la législative? Parce que nous pensons représenter la dynamique spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon, avec en plus rassembler plus largement celles et ceux socialistes de gauche, écologistes convaincus, citoyens engagés et associatifs qui souhaitent vraiment que les choses changent. Et un certain nombre de mes amis m'ont demandé d'être présent lors de cette campagne législative, et donc j'ai accepté avec ce souci de construire un plus large rassemblement qu'aujourd'hui. Monsieur Rio, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Or, vous êtes soutenu, si je ne m'abuse, par Benoît Hamon, et c'est l'un de vos adjoints qui va être lui aussi en liste pour devenir député face à vous, Pascal Troidec, qui a la mandature, j'allais dire, France Insoumise. Je vais vous répondre oui et non. Oui, dès le mois de mars, en pleine élection présidentielle, j'avais lancé un appel à Jean-Luc et Benoît en leur disant qu'il fallait se rassembler pour que nous puissions gagner, et surtout que le peuple puisse voir des progrès et des changements dans leur vie. Parce que nous voyons tous, début mars, ce qui allait arriver, c'est-à-dire Macron-Le Pen. Ils n'ont pas suivi mon appel, moi, humble maire d'une ville de banlieue, et ils ont préféré y aller tout seuls. Ils ont perdu ensemble. J'ai fait la même démarche avec l'ensemble des forces progressistes de cette circonscription, d'y aller ensemble derrière ma candidature. Ça n'a pas été suivi. S'agissant de mon collègue Pascal Troidec, membre de la France Insoumise et de ma majorité municipale, je vous annonce qu'il n'est pas suppléant de Charlotte Girard. C'est quelqu'un d'autre qui est suppléant. Donc non, Pascal Troidec n'est pas suppléant de Charlotte Girard. Très bien. Donc ça c'était d'un article qui n'était pas publié dans le Parisien. Oui. D'où l'info. Voilà que je vous rapportais. C'est bien en tout cas d'avoir rectifié cette info importante. Donc aujourd'hui concrètement, Monsieur Rio, vous êtes soutenu par Benoît Hamon.
Je suis soutenu par... D'abord, je ne suis pas un homme d'appareil. Je suis certes soutenu par le Parti communiste français, le Front de gauche, les socialistes qui ont mené campagne sincèrement pour Benoît Hamon, qui a, dans cette campagne présidentielle, eu égard au contexte, mais porté sincèrement un certain nombre de valeurs, et effectivement, je suis soutenu par cela, et puis par des centaines et des centaines de citoyens, puisqu'on est presque aujourd'hui à 1500 personnes et personnalités de la circonscription qui soutiennent ma candidature. C'est ce qui est d'ailleurs le plus important que de la part de personnalités ou d'étiquettes. En aparté, Monsieur Rio, vous êtes, ça vous aura pas échappé, la semaine dernière est sortie une étude, un rapport sur votre ville, Grigny, qui vous place comme étant la ville la plus pauvre de France. Oui, et c'est la raison pour laquelle moi je veux être député. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ces territoires-là, ces habitants-là ne sont jamais représentés. Et moi je veux être le porte-voix des sans-voix. Je suis un enfant de la Grande Borne, j'y suis arrivé à l'âge de 6 mois. J'ai connu, comme beaucoup, les humiliations, la domination. J'ai été engagé citoyennement, associativement, avant un parcours politique qui aujourd'hui m'a amené à avoir cette responsabilité de maire. J'ai été élu au suffrage universel d'ailleurs contre le député Malek Bouti qui ose se représenter de nouveau dans cette circonscription. Oui, dans ce pays, il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, dans ce pays, il y a des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, oubliés de la République. Ma candidature, c'est une candidature symbolique et de témoignage pour dire que nous sommes des citoyens, non pas de seconde zone, non pas de sous-droit, mais que nous sommes des citoyens pleins et entiers de cette République, et pour nous la République elle est pour toutes et pour tous. C'est la raison pour laquelle je veux aller à l'Assemblée nationale. Monsieur Rio, avant de parler de votre programme, est-ce que vous regrettez pas finalement qu'il n'y ait pas un rassemblement à gauche? On voit dans ces circonscriptions, que ce soit d'ailleurs chez vous ou ailleurs, un certain nombre de candidatures, jusqu'à 25 candidats présents dans certaines circonscriptions. C'est à n'y peut rien y comprendre. Chaque parti essaie d'y imposer son candidat. Le rassemblement, visiblement, le changement, c'est pas pour aujourd'hui. Monsieur Rio, est-ce que vous n'avez pas peur finalement? Est-ce que le fait que la gauche ait décidé de pas se rassembler derrière votre candidature, ça ne va pas vous compliquer un peu la tâche? Bien sûr que si. La recomposition politique de l'échiquier français interroge et bouge. Moi, j'ai fait la démonstration que je pouvais être cet homme de rassemblement. Pourquoi? Parce qu'à la tête de ma ville, j'ai une majorité municipale où j'ai des communistes, de la France insoumise, des socialistes et même des écologistes. Et que faisons-nous dans cette majorité autour d'un projet commun, partagé, ambitieux pour changer la vie des gens? Là où personne ne nous attendait, nous faisons de l'écologie populaire, la plus grande opération en Essonne, de géothermie profonde, en luttant contre la précarité d'ailleurs des habitants. Nous luttons contre ce que certains appellent les déserts médicaux, en créant des oasis médicaux, je les appelle comme ça. Savez-vous que depuis le mois de janvier, 2 nouveaux médecins sont venus s'installer à Grigny et que d'autres professionnels de santé vont venir. Et donc sur un certain nombre de sujets, notre majorité municipale, elle a réussi à faire bouger la ligne parce qu'elle s'est occupée qu'une chose, non pas des appareils, mais de la vie des gens. Et donc oui, moi je pense que je pouvais incarner cela. Et je pense que je l'incarne toujours. Je regrette qu'Europe Écologie Les Verts ait fait un autre choix, alors qu'ils avaient soutenu Hamon, que Benoît Hamon me soutient, et qu'encore une fois nous faisons la plus grosse opération d'écologie populaire est à Grigny. Et bien évidemment, je regrette la position de la France Insoumise qui a des candidats dans les 577 circonscriptions de France. Monsieur Rio, en un mot, s'il y a vraiment une partie de votre programme que vous souhaitez mettre en avant pour nos auditeurs qui nous écoutent ce soir, quelle est cette partie que vous souhaitez donc apporter et mettre en lumière aux oreilles des auditeurs pour que l'on puisse voter Philippe Rio le 11 juin prochain? Faire vivre l'idéal républicain d'égalité. Cette égalité qui est attaquée depuis tant d'années dans notre pays par des choix politiques qui ont fait que les inégalités n'ont fait qu'augmenter. Et cette égalité, elle doit se concrétiser par un plan quinquennal pour les services publics. Le service public, vous savez, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et dans nos territoires de banlieue, de la 10e circonscription de l'Essonne, nous avons besoin de quoi pour mieux vivre? De services publics, tout simplement. Et donc que d'autres choix politiques soient faits.
Je prendrai 4 exemples très rapides. La question des transports. Aujourd'hui, vous êtes un voyageur du RER C ou un voyageur du RER B, c'est une vraie galère tous les jours, et je suis poli quand j'emploie le mot galère. Je vous le confirme. Je peux parler aussi de la question de la santé et des regroupements des hôpitaux qui sont un scandale sanitaire. Aujourd'hui, la suppression des hôpitaux de Juvisy, d'Orsay et de Longjumeau, qui concernent des habitants de ma circonscription, dans un super hôpital high-tech où il y aura quand même plus d'une centaine de lits en moins, alors que la population ne va ne faire qu'augmenter, c'est là aussi un enjeu déterminant. Je pourrais prendre les enjeux de la Poste, je pourrais prendre les enjeux de commissariat, rendez-vous compte. Notre République, la France, 5e puissance mondiale, n'arrive pas à créer un commissariat de plein exercice dans une ville comme Grigny, où la question de la sécurité et de la tranquillité publique est une chose primordiale. C'est inacceptable. Et je prendrai un dernier exemple. Le service public, ce sont aussi nos collectivités locales. Le président Macron prévoit moins 10 milliards pour les collectivités locales, c'est-à-dire une baisse plus importante que durant le quinquennat de François Hollande. Eh ben, je vous le dis, ça va être des services publics en moins ou des augmentations d'impôts pour les habitants. Et ça aussi, c'est inacceptable. Donc, un plan quinquennal pour les services publics, pour les villes de banlieue. Philippe Rio, dernière question pour cette parole au candidat. Philippe Rio, donc candidat dans la 10e circonscription de l'Essonne. Qu'est-ce qui fait votre spécificité par rapport aux autres candidats dans cette circonscription? Qui, selon vous, en tout cas, vous distinguez par quelle mesure parmi les différents candidats présents dans cette circonscription? Moi, je suis un enfant de cette circonscription. Ça fait 42 ans que j'y vis. Je n'ai pas, à la différence de beaucoup, un besoin d'exister nationalement en me servant d'un territoire. Je suis du peuple et je veux donc le représenter tout simplement, avec fidélité, avec sincérité et avec travail à l'Assemblée nationale. Nous avons sur ce territoire un député sortant qui est disqualifié par avoir voté la loi El Khomri, avoir prôné la déchéance de nationalité, mais surtout d'avoir été absent à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Malek Bouti. Absolument. Ou d'avoir été au Qatar avec M. Balkany. Et donc, nous avons besoin d'une nouvelle éthique en politique. Moi, c'est ce que je fais depuis des années en tant qu'élu local, c'est-à-dire être dans la proximité, rassembler et mener les combats pour changer la vie des gens. Voilà ma différence. Et j'ai déjà des réalisations concrètes. Oh, bien sûr, je n'ai pas tout réussi, mais quand même depuis quelques années. Cette ville de Grigny, avec dans le respect de la diversité politique, nous avons réussi à bouger des montagnes, et moi c'est ce que je veux faire avec tous mes amis, avec tous les citoyens de cette circonscription, être représentés à l'Assemblée nationale et faire rentrer le peuple à l'Assemblée nationale. Philippe Rio, je me permets juste de vous poser une dernière question qui n'a rien à voir avec votre circonscription. Comment jugez-vous ce spectacle? Parce qu'on peut parler d'un spectacle dans la première circonscription où l'on voit Manuel Valls, Dieudonné. Quel est votre regard par rapport à tout ça? Je suis, comme beaucoup, affligé de la situation qui ne permet pas aux citoyens de regarder des programmes, de regarder un projet pour ce pays, mais de plutôt voir la somme de jeux d'ego. Je ne sais pas comment les habitants de la circonscription, la première circonscription d'Essonne, d'Evry et Corbeil vont s'y retrouver autour de 22 candidatures. Je leur demande de garder la tête froide, de regarder les programmes et de juger, encore une fois, celles et ceux qui peuvent les mieux les représenter à l'Assemblée nationale, mais qui gardent leur sang-froid, leur tête froide, parce qu'on a besoin de citoyens éclairés dans cette période. En tout cas, vous êtes candidat, on le rappelle, dans la 10e circonscription de l'Essonne à Grigny, qui en est le chef-lieu de cette circonscription, dont vous êtes d'ailleurs le maire, et vous vous lancez donc dans cette dans cette aventure des législatives face au député sortant Malek Bouti. Monsieur Philippe Rio, merci et bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Philippe Rio, candidat donc, qui était notre invité, comme concernant donc ce premier candidat qui va venir se présenter face à vous tous les soirs. Un candidat choisi de différentes circonscriptions. On va ainsi voyager. Demain, nous serons à Paris. Un candidat sans étiquette, indépendant, que nous allons ainsi recevoir demain dans cette émission du Grand Forum en campagne pour les législatives. Parole aux candidats chaque soir à 18h sur France Maghreb 2. On voyage beaucoup dans cette émission, mon cher Jean-Marc, mon cher Youssef Brakni, puisque nous sommes en Guadeloupe. Alors tout de suite, j'ai envie de poser la question avant toute chose. J'ai vu une info que d'ailleurs Jean-Marc ne savait même pas, pour vous dire. Joël Ursule qui est avec nous. Bonsoir Joël Ursule. Bonsoir. Allô Joël Ursule, elle est où? Bah elle est là apparemment, mais t'as fait tellement attendre que... Comment ça, j'ai fait tellement attendre? Mais monsieur Zébelu, je vous signale quand même qu'à toutes fins utiles, dans des radios, on attend 1 heure avant de parler. Moi, je l'ai appelé, elle a attendu 2 minutes. Hein? On fait pas attendre une star. Non, mais elle est en ligne, là. Bah non, elle est pas en ligne, elle a raccroché. Donc, je vais la rappeler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Nous serons donc en direct de la Guadeloupe. Joël Ursule, la chanteuse que vous connaissez tous, bien sûr, sur France Maghreb 2, que l'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure en guise de coup de cœur sur France Maghreb 2. Alors, on va voir ce qui se passe du côté de la Guadeloupe, sinon on va mettre la pub tout de suite, comme ça on sera tranquille. Joël Ursule qu'on va tenter de joindre. Elle n'a pas raccroché, je crois. Hein. Oui. On met la pub et on la rappelle tout de suite dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Zébulus Jean-Marc, expert en immobilier, avec monsieur Youssef Brakni, notre prof d'histoire, et avec notre invité qui nous attend depuis un petit moment. On l'a déjà entendu évidemment tout à l'heure dans notre coup de cœur musical, puisque ce fut un tube, que dis-je, méga tube interplanétaire même, Madame Joël Ursule qui est avec nous. Bonsoir Joël Ursule. Depuis le monde, allô. Oui. Bonsoir. 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 Comment allez-vous Joël Ursule? Ben ça va bien, sous le soleil de Guadeloupe, ça va. Combien fait-il en Guadeloupe en ce moment? Il fait combien? En ce moment il fait très chaud, on va dire entre 28 et 32, tout dépend des jours. Bon, franchement on n'est pas jaloux, hein. Nous, on a ça à Paris depuis 3 jours, hein. C'est pareil. Alors, ouais, mais non, mais là par contre vous n'avez pas les alizés, ok? Il y a pas de terre, ils sont pas bercés, on n'est pas bercés par les alizés, ça c'est sûr. Ouais, d'accord, ouais. Joël Ursule, je voudrais juste vérifier une information avant de vous donner la première question dans un instant. Est-ce que c'est vrai que vous avez été Miss Guadeloupe? Oui, c'est vrai. En 1979. Hein? Bah oui. En 1979. Et j'étais même tout petit d'ailleurs. Et je m'en souviens. Exact. Voilà. Bouffon. Il est fou celui-là, il est fou. Tiens. Oui, c'était il y a très longtemps. Ouais, c'était il y a très longtemps, c'est vrai. Alors, Jean-Marc Zébulus, je vous en prie, posez votre première question à Joël. Alors, Joël, on sait que c'est le 27 mai, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Oui. Alors, comment se passent ces commémorations en Guadeloupe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est d'année en année, il y a des choses qui se passent un peu partout, dans pratiquement toutes les communes. Donc il y a de grosses choses depuis 2 ans qui se passent à Petit Canal, un grand concert, le concert Héritage. Sur l'esplanade de la marche des esclaves à Petit Canal, mais sinon sur la place de la Victoire il y avait tous les groupes à peau qui jouaient toute la nuit, le gros cas, voilà, etc. Il y a plein de choses partout en fait. Il y a plein de choses partout. Il y a certains qui font plutôt des conférences, d'autres qui vont marcher, d'autres qui vont débouler. Je sais pas, chacun prend. C'est un peu dispersé, à mon avis. C'est vraiment une grande fête où on fait aussi participer les enfants. Absolument, mais bon, il faut quand même avouer que c'est quoi? Je vais pas dire que c'est la moitié de la Guadeloupe que toute la Guadeloupe commémore. Je crois qu'une moitié commémore et l'autre moitié va à la plage. Et c'est dû quoi ça? C'est peut-être a-t-il un mal-être à vouloir toujours parler? Ce devoir de mémoire a-t-il été fait? Est-ce que on a un complexe par rapport à ça? Je pense que, alors c'est vrai qu'après y avoir
réfléchi maintes et maintes fois, je me dis que cela fait que 169 ans. Oui. C'est que ça. Oui. Alors, après tant de siècles d'esclavage, tant de siècles pour moi de lavage de cerveau, ce n'est pas évident aujourd'hui, parce qu'on a quand même un peuple qui est complètement divisé. Qui est complètement divisé. Il y a ceux qui se disent non, moi, ils n'ont jamais rien vécu, mais bon, ils se disent non, moi, je veux continuer dans la mondialisation, le reste, je m'en fous, l'esclavage, c'est passé, etc., etc. C'est vrai, parce que on a ce côté, je reconnais qu'on a la négritude, la créolité, on a plusieurs comme ça, mouvements qui s'interposent. Oui, absolument. Donc tant qu'il y a pas solidarité, tant qu'il n'y a pas union, les choses ne peuvent pas marcher, avancer comme on voudrait, parce qu'il faut d'abord se battre avec nos frères pour avancer, quoi. Parce qu'on a le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a en face de nous des frères noirs qui sont de l'autre côté et qui font mine peut-être de ne pas comprendre ou qui ne veulent pas comprendre. Donc le clivage entre tout est divisé. C'est vrai. Tout est divisé. Moi, je suis là, je vois, et c'est très énervant parce que je me dis, est-ce que je viens d'une autre planète? Est-ce que parce que ce que je vois, tout le monde le voit? Mais voilà, quoi. Là est la difficulté. Mais bon, les militants ne s'arrêtent pas, même si voilà, on a ce constat, mais il faut continuer. Parce que ça avance pas. Non, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait un devoir de mémoire, il faut que ça s'entretienne, que plus jamais on connaisse ça, parce que c'est l'horreur absolue. C'est vrai qu'on peut pas faire fi de ça, oublier ça du jour au lendemain, parce que c'est en nous, et nous devons vivre avec. Et puis c'est aussi notre fierté, d'être sorti, d'être passé par là. C'était pas, excuse-moi, c'était pas une abolition. C'était un autre genre qui commençait. Parce que je dis et je le répète, quand on abolit l'esclavage et que les Noirs se retrouvent libres, oui, mais sans maison, sans travail, sans argent, sans terre. Donc ils retournent chez le maître. Donc, obligés de retourner chez le maître. Alors, libre, mais oui, mais là, par contre, tu payes ta maison, tu payes la petite cabane dans laquelle tu vis, donc tu travailles pour le maître, mais avec cet argent, tu payes la maison, tu payes, voilà, etc., etc. Donc en fait, les années sont passées. Une autre façon, pour moi, chez nous, de rendre les gens en esclavage, c'est toute cette société. Internet, c'est bien Internet parce que ça m'a fait j'ai eu le plaisir de connaître plein de gens sur Internet, mais tout ce qui est superficiel en fait, tout ce qui est superficiel, et j'ai jamais été pour le rock moi. Parce que je savais que la Guadeloupe, dans déjà française, en Europe, c'est perdre notre culture, c'est perdre quelque chose. On peut parler de plein de choses, pas uniquement dans la culture. Par exemple, en Europe, par exemple, une société peut faire venir des Italiens. Ils viennent, donc ils ont pris un contrat ici en Guadeloupe, donc ils font venir tous leurs ouvriers d'Italie. Est-ce que vous croyez que les gens de BTP en Guadeloupe peuvent aller faire une offre de marché en Italie? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est clair. Voilà. C'est donc, clair. Voilà. C'est clair qu'on a une. Donc on est envahi de ça. Donc le chômage, plus ça, parce qu'ils arrivent avec leurs cadres, leurs employés,
Et vraiment ils s'aiment, c'est des petits boulots. Voilà, donc ce qui fait que les gens quittent la Guadeloupe aussi. Donc il faut un changement. Alors parlons un petit peu d'actualité. On sait que depuis vos différentes tubes, notamment avec Zouk Machine, puis Maldon, etc. Puis après vous avez quitté le groupe. Il y a eu Miel. Non, je vous arrête tout de suite. Pas Maldon. Non, pas Maldon. J'étais partie avant. Moi, j'étais partie sur avant. C'était Sauver l'amour. Sauver l'amour. J'ai fait connaître, c'était Sauver l'amour. D'accord. Mais en 86. Vous étiez déjà, voilà, il était déjà parti. Pour mon premier album Miel, voilà. D'accord. Et ensuite, oui, le premier album Miel. Il y a aussi Black French. Comme dans un film, White and Black Blues, c'est l'un des titres, on va dire, planétaires, qui a été connu un peu dans le monde. Alors, qu'est-ce qui s'était passé cette année à l'Eurovision, en fait? Vous étiez sorti première, c'est ça? Ex aequo? Non, alors j'étais deuxième, mais en fait, il faudrait reprendre le film de l'Eurovision, c'est-à-dire qu'à un moment, donc tous les candidats sont dans une salle et donc il y a la table de la France, la table de la Suède, la table de voilà. Et donc nous sommes donc dans la partie de la France et il y a un caméraman qui arrive, donc il pose son pied. Je suis en train de mener là, donc en fait normalement rien ne peut me faire basculer à ce moment-là. Et il met sa caméra devant ma table. Il visse le pied, il visse sa caméra, et il y a quelqu'un qui vient lui parler à l'oreille, et le mec il reprend, il dévisse, et il met devant la table de l'Italie, alors que les points ne sont pas encore donnés. Ah d'accord, oui. Bon, voilà. D'accord, on se doute. Et alors avec une autre parenthèse, que la veille, il y a une sorte de répétition de balance avec public. Donc on est habillé comme si on faisait comme si c'était le prime autour des artistes. C'est une grosse balance aux répétitions et en regardant les rushs dans la télévision à Zagreb, il y a une femme qui est rentrée et qui m'a dit vous êtes deuxième et Toto Cutugno premier la veille. D'accord. Donc on comprend. Et maintenant, Joël, qu'est-ce qu'elle fait, Joël, en ce moment? Je sais qu'elle milite un petit peu pour le droit de ses compatriotes et tout, mais concrètement, elle fait quoi maintenant? Maintenant, elle fait quoi, Joël? Elle a choisi d'élever ses enfants, j'ai cru comprendre. Je ne fais pas d'album, mais j'ai jamais arrêté de chanter. Je fais du live dans des petites, des moyennes, des grandes scènes avec d'autres artistes et tout. Voilà quoi. Mais j'ai jamais arrêté de chanter en fait. Oui, il y a eu un duo avec Ménélique aussi. Je me suis éloignée de la télévision, des médias, mais la vie continue autrement. Et quand le passage à Paris? Je voulais être proche de mes filles, déjà. Je voulais pouvoir les élever comme je le voulais. Je les ai vues, elles sont magnifiques. Calmez-vous, Jean-Marc. Félicitations. Non, ce sont de très belles filles qui ressemblent à leur maman. Aussi belles que leur maman. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes... Et puis voilà, quoi. Après, maintenant, je suis en train de concocter quelque chose, mais pour l'instant, je ne dis rien. Mais je suis en studio. Le secret absolu. Ah, très bien. Elle vient quand à Paris, alors, Joël, faire une prestation? Je sais pas parce que je fais pas de playback. Que du live. Je refuse catégoriquement. Je veux que du live, donc acoustique, moyen, grand, mais voilà, mais toujours avec des musiciens. Moi, c'est ce que je veux, quoi. Donc les gens sont trop playback pour moi et je peux pas. Merci beaucoup Joël Le Sul en tout cas de nous avoir parlé de vous, de vos expériences, de votre lutte et à très bientôt. Et Joël, j'espère qu'on se revoit bientôt. Okay. Merci, merci. À bientôt. Ok, merci. Bonne continuation Joël. Au plaisir. Vous êtes où là en Guadeloupe? Mornalo. C'est où ça? En Guadeloupe. Mornalo. Voilà. D'accord. Morne et eau. Mornalo. Ah, Montalo. Ok, très bien. Mornalo. Allez, c'est parti pour le j'aime mieux. Ou j'aime pas, taisez-vous. Avec Youssef Brakni et Jean-Marc Sébelius. Tiens, dans l'affaire Cyril Hanouna, vous savez que ça a pris de l'ampleur cette affaire de la séquence homophobe dans son émission. Après que les annonceurs se soient tous retirés, eh bien on apprend que les dirigeants de C8 et Cyril Hanouna seront reçus par la ministre de la Culture mercredi prochain. Tout ça pour ça. Mais ça se trouve, personne n'a fait attention là, sur France 3. Allô? Oui, Jean-Marc, ça te dérange si on fait l'émission en direct ou pas, non?
Oui, allô? Oui, non, mais parce que c'est, tu Monsieur me dis, Fro, merde, Monsieur Fro, vas-y. oui, Monsieur Hanouna. Voilà. De commenter la bombe qu'a lâchée. La bombe qu'a lâchée Joël Ursule. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a lâché comme bombe? Ah, ça c'est important. Ben, elle dit que l'Eurovision, normalement, elle devait être première, Oui, puis ensuite elle a pas été, et tout, etc. Finalement, on lui a dit, non, ben, ça va être l'italien. Oui. Avant les votes. Alors, sur l'affaire Hanouna, donc, qui va être reçue par la ministre de la Culture, ainsi que les dirigeants de C8, pour cette affaire de la séquence homophobe. On aime, on n'aime pas, on s'en fout. Franchement, je m'en fous parce que quand on fait preuve d'islamophobie, Voilà, quand on c'est- agresse un Maghrébin, quand on agresse un Noir, quand on agresse qui ce soit, Pourquoi ils ont agressé un on n'a Maghrébin pas autant, quand on est dit famille, on n'a pas autant de plaintes au CSA. Il y a rien qui se passe. Pourquoi Donc ça, je m'en moque un petit peu parce que je pense qu'on doit tous être sur le même point d'égalité quand on subit. Mais une qu'est-ce qui empêche les discrimination. musulmans d'envoyer des plaintes par milliers au Oui, il y a CSA ça. lorsqu'il y a des Certes, choses? il y a les plaintes qu'on peut envoyer, mais il y a faut aussi... arrêter de faire les pleureuses en il y a- permanence au bout d'un il y a- moment. Il y a aussi le truc aussi, c'est que là, t'as bien vu que toutes les stars sont montées au créneau, toutes Oui. les personnalités Ah oui, politiques mais aussi. Il y a eu un lobbying, Ah. cher monsieur. Alors que là, pour la question des musulmans, voilà, bon après c'est structurel comme dirait l'autre, ce serait trop compliqué très trop long à expliquer. Bon. Mais on n'est pas des pleureuses, cher monsieur. Non, non, mais au bout d'un moment, on ça va. revendique. Non, il n'y a pas de moment ça va. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles Mais on sont. dit les choses. Qu'est-ce qui empêche les on- musulmans d'envoyer des lettres Mais par ce qui milliers au empêche CSA? les Qu'est-ce qui les musulmans empêche d'envoyer des lettres par milliers, c'est quand il y a des gens Parce qu'ils ont pas envie comme vous d'écrire, ils ont pas envie de dire. qui disent pleureuses. Mais non, Alors mais au ces bout d'un gens, moment, comme ça ils veulent suffit. pas être des pleureuses, ils Pourquoi n'envoient pas les reprocher lettres. Il Jean-Marc, faut pas leur dire Jean-Marc, pleureuses. reprends-toi. Il faut pas reprocher aux gens et aux autres gens d'être organisés quand soi-même on ne l'est pas. D'accord? Peut-être Il qu'il y a faut des- qu'on nous Non. donne les moyens Il y de a nous pas de organiser. les moyens, tout le monde sait Voilà. écrire, c'est envoyer Et des si tweets, on c'est aller les sur donne Facebook, pas, il arrêtez faut les les conneries. prendre. Sans déconner. Tout le monde sait écrire, c'est envoyer un tweet, c'est aller sur internet, c'est écrire une lettre, Il et n'y a, c'est pas envoyer que une ça, adresse. il y a pas que ça qui fait qu'il Qu'est-ce est qui fait quoi, reçu alors, quoi au ministère. Il est reçu au ministère parce qu'il y a des stars, il y a des rapports de force, il y a des Bien stars, sûr. il y a beaucoup de gens qui Non, sont mais montés là au tu changes de créneau. sujet là tu fais la langue Je de bois. change pas de sujet. Hein, Je force change de les pas. côtoyer les politiques, Je ça, ne tu change viens- pas. hein. En l'occurrence, qu'est-ce qui empêche les musulmans lorsqu'il y a des propos diffamatoires, islamophobes, et il y en a beaucoup, il y a quoi à reprendre, genre pas mal de propos récemment tenus dans les médias, de faire la même chose, de se constituer en lobby et d'envoyer des lettres par milliers. Mais ils le font, on le fait. Et croyez-moi arrête. que ça On va le marcher. fait, on le fait. Mais arrête, non, on le arrêtez. fait. Écoute, C'est sans Jean-Marc, effet parce qu'on je n'a peux te dire. Je peux te dire que moi ici, personnellement, je l'ai fait. J'ai incité les gens lorsque Philippe Tesson a eu des propos absolument dégueulasses. J'ai invité tous les gens pendant le grand forum D'ailleurs, c'est pendant quoi le résultat du jugement, tu te 2 souviens semaines. Oui, 2 semaines, il a rien eu. Tesson, Pendant 2 il a rien semaines, eu. j'ai demandé aux gens d'envoyer dit que c'était un saut des d'humeur. lettres au CSA. Il y a eu 5 lettres. Donc arrêtez au bout d'un moment. C'est bon, on a ce qu'on mérite au bout d'un moment. Il Ouais, faut- c'est ça, on est tout. fataliste. Ben non, Non. moi je vais continuer à ouvrir ma grande gueule et je vais Eh dire ben, c'est ouvre pas ta grande normal. gueule, mais ne fais pas que d'ouvrir ta grande gueule, envoie et- des lettres. Voilà, bien sûr que j'envoie Parce des que lettres. ta grande gueule, on s'en J'envoie des fout. lettres, cher Tu vois ce que je veux monsieur. dire J'envoie des lettres aussi, Voilà. cher monsieur. Je participe. Bon, sinon dans le j'aime ou j'aime pas. L'acte et l'action. Vous Dans le étiez j'aime où ou Vous j'aime étiez pas. où pour les Chibani Je vous J'étais où attendais pour les Chibani. Vous êtes pas J'étais à venu. Berlin. À Pendant, Berlin. bah oui. Dans le j'aime ou j'aime pas. Il faut pas craindre la Tunisie. Dans les Il valises faut- du président. Il faut pas craindre la Tunisie, il faut simplement l'aimer, dit Olivier Porte d'Arvor, l'ambassadeur de France en Tunisie depuis septembre 2016. On aime, on n'aime pas. Bien sûr qu'on aime. Youssef. Oui, Enfin, on peut être que d'accord avec ça. Il faut voir la politique française en Tunisie, quoi. Bon, Donald Trump souhaite lui un joyeux Ramadan aux musulmans, mais dans le même temps, met fin à une tradition à la Maison Blanche, pas d'iftar pendant le mois du Ramadan. Terminé, Trump en a décidé ainsi. Bon, en même temps, je crois que c'est Obama qui l'avait fait, en premier. Non, bah, Obama l'a fait. Non, ça fait apparemment plus de 20 ans que ça existe cette tradition. Ah, c'était avant Obama? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, je savais pas non plus, mais apparemment. C'est Obama qui avait commencé ça. Bon, en même temps, il a mandat depuis 10 ans, donc ça fait 20 ans. Peut-être qui Bush? Non. Ouais, Bush l'a fait, je crois. Hein. Mais bon, à vérifier en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, ça m'étonne pas de Trump. Hein. Bon, ça, on n'aime n'aime pas. pas. On n'aime pas. Jean-Marc, on n'aime Mais non, pas. On peut pas aimer ce genre de choses. Fin de la grève des prisonniers palestiniens. Ça a été annoncé. Ils avaient donc commencé cette grève le 17 avril 2017. Donc plus de 40 jours de grève de solidarité, de grève des prisonniers palestiniens. La solidarité qui s'est engagée à l'échelle internationale. Quelques gouvernements, dont le gouvernement français, ont complètement occulté cette grève des Palestiniens. Ah oui, non, mais les médias, tout le monde l'a occulté. Ouais. Franchement, aucun parti politique n'a repris. J'ai vu que Mélenchon, qui l'a dit en meeting. Il est venu à Montreuil, il a fait un meeting là Et avec Poutou. Alexis Corbière. Et Poutou Poutou, aussi. j'ai pas vu. En tout cas, j'ai vu Mélenchon, je l'ai vu à Montreuil du coup parce que j'habite à côté, et où il a soutenu clairement la grève de ces prisonniers. Mais en tout cas, moi, vraiment, je considère vraiment que c'est vraiment l'avant-garde des Palestiniens. hein. Vraiment, c'est comme on dit dans la rue, c'est des bonhommes. Et voilà, moi, faut féliciter vraiment les féliciter et prendre ça comme une victoire malgré tout.
même si j'ai vu beaucoup de gens déçus, qui ont dit ouais mais ils ont pas tout eu, c'est quand même pas évident de faire une grève de la faim, ils risquent leur vie, et surtout dans les conditions de détention dans les geôles sionistes, c'est vraiment pas évident, donc voilà, les féliciter, continuer le combat pour les Palestiniens. Jean-Marc, pareil. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, et comme certains disent que ça sert à rien, si ça sert quelque chose, au bout d'un moment ça finit par payer, parce que si Nelson Mandela était resté dans cet état d'esprit, l'Afrique du Sud n'aurait pas connu le sort qu'elle connaît maintenant. Et puis tiens, pour finir, le j'aime ou j'aime pas, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, je crois que c'est une première, ont commencé le Ramadan ensemble samedi 27 mai. Non, ils commencent souvent ensemble, c'est la fin. C'est la fin le problème. Non, le Maroc commence souvent après, mais c'est pas la fin le problème. Non, c'est le début. Encore l'année dernière, ils ont commencé un jour après. En fait, je veux dire, ça a dû se faire déjà dans le passé. On a la mémoire courte. Ça a dû se faire dans le passé. Mais moi, je l'ai pas connu en tout cas. Bon, mais c'est des Pourtant, je divergences. suis très jeune. C'est des divergences qui sont, oui, bien sûr. Bon, dis donc, les gens t'écoutent à la radio, ils pensent que t'as 20 ans. Ouais, c'est ça. Dis donc, multiplié par 2. 20 ans et demi. T'as le double. Voilà. Alors donc on s'en réjouit quand même que les gens puissent faire le Ramadan ensemble, que ces pays du Maghreb puissent faire le Ramadan ensemble, non? Écoute, oui, on peut que se réjouir qu'il y ait une certaine unité. Bon, très bien. C'était le j'aime ou j'aime pas. Je vous rappelle la question du jour, laquelle vous pouvez répondre évidemment sur la page Facebook France Maghreb 2, à savoir est-ce qu'il y a nécessité à ce que le président de la République française puisse offrir ses vœux, donner ses vœux pour le mois du Ramadan. Quelques commentaires sur la page Facebook qui sont très nombreux d'ailleurs. Du moment que les autres présidents des autres nations le font, ça, je suis très satisfait. Merci à eux de prendre en compte la diversité religieuse de leur peuple. C'est ce que nous dit cet auditeur, et en l'occurrence fait référence notamment au Canada, à Justin Trudeau. Et puis Nazi qui nous dit oui, considérer les musulmans juste au moment des élections et ne pas donner leur souhaiter un bon Ramadan, c'est se foutre du monde. N'est pas juste un Trudeau qui veut, nous dit cet auditeur. Voilà, vous pouvez continuer en tout cas à y répondre sur cette page Facebook France Maghreb 2 à cette question. On va passer au coup de cœur, messieurs. Je rappelle qu'à tout moment dans cette émission, moment de libertad, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous appelez le 01 40 33 9000. On décroche, on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. C'est un peu le principe de libertad, sauf que au lieu de 10 minutes comme auparavant, c'est 2 heures. C'est à n'importe quel moment dans cette émission. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en tout cas intervenir et passer dans cette émission, à appeler, appeler et encore appeler 01 40 33 9000. On peut vous prendre à n'importe quel moment. Voici les coups de cœur de ce lundi. France Maghreb 2, le coup de cœur. Monsieur Youssef Brakni, ton coup de cœur. Donc tu voulais nous parler de la contestation du RIF. Oui. Alors, je voulais parler de la contestation du RIF. Donc, comme j'avais expliqué au début de l'émission, c'est que cette région du nord du Maroc, j'ai déjà eu l'occasion de faire une chronique sur Abdelkrim El Khattabi, le lion du RIF justement, le héros du RIF qui s'était battu contre la colonisation espagnole et française et qui avait proclamé à l'époque la République du RIF. On s'en souvient, avec un drapeau spécifique, une identité spécifique. Et en fait, là, le mouvement de contestation qui a lieu aujourd'hui dans le nord du RIF, en fait, s'inscrit un peu dans cette continuité-là. Dans cette continuité-ci, et du coup c'est important d'apporter notre soutien, de regarder ce qui se passe, de ne pas laisser faire le blackout qui est en train d'être organisé aujourd'hui par rapport à cette contestation. Et je tiens à dire que cette contestation ressemble un peu à la contestation qui a commencé en Tunisie. Je sais pas si vous en souvenez, avec Mohamed Bouazizi, vous vous rappelez, ce vendeur à la sauvette qui s'était immolé. Et donc voilà, c'était ça a pas loupé. Il y a eu tout un mouvement qui est né depuis ce moment-là, depuis à peu près 5 mois maintenant. Toutes les nuits, tous les soirs, on a un sorte de. Alors bon, on compare, on dit un peu nuit debout dans le RIF à la Husseima. Et donc là, Nasser Zefafi vient d'être arrêté, qui est le leader en fait charismatique, c'est vraiment le leader de la contestation aujourd'hui. Il a été arrêté par le royaume, donc là il est en prison, il risque gros, très gros, et toute la gendarmerie militaire a été déployée dans Al-Husseima et les villages aux alentours pour empêcher toute solidarité avec ce leader. Voilà, c'est important de regarder ce qui se passe là-bas et d'être attentif. Je dois dire que les militaires sont vraiment très 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 présents là-bas, dans le RIF. Ouais. Je suis monté jusqu'à dans les montagnes là-haut. On sent que c'est tendu quand même. Ouais, c'est tendu. Non, mais c'est historique. En fait, Hassan II a délaissé cette région. Il a jamais mis le pied là-bas, aucune autoroute, aucune infrastructure, rien. Et donc pendant des années, cette région a vraiment été abandonnée, délaissée. Et c'est vraiment avec Mohamed VI en fait, que petit à petit le royaume a essayé de remettre un peu pied dans cette région. Et comme je le dis, c'est une région, qui a une histoire particulière. Il y a comme une république qui a été autoproclamée là-bas. Or c'est une monarchie, le Maroc. Jean-Marc Zebellus, ton coup de cœur, il est musical.
Oui, ça fait un moment que je veux le passer, ce coup de cœur, mais c'est dur, c'est dur. Et puis là, je crois qu'aujourd'hui, on va pouvoir l'écouter. C'est un tchonsek, un mélange avec riable égyptienne, voilà. Quand le Soninké se rencontre avec l'arabe. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan.